Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter les céramiques médiévales et modernes en usage dans le Faucigny. Donc, c'est plus un exposé qui est en lien par rapport aux exposés d'hier concernant la maison forte du Châtelet, le château de Bonneville et puis la chartreuse de Mélan. Donc, je vais présenter principalement les découvertes céramiques. Donc, très brièvement, parce que hier, Laurent a déjà présenté ce lieu. Donc, la maison forte du Châtelet, elle est implantée sur un éperon naturel, donc située dans la rive ouest du torrent de Bonon dans le Val-Montjoie, commune de Saint-Gervais-les-Bains. Donc, juste pour rappel, probablement pour les personnes qui n'étaient pas là hier, donc la maison forte du Châtelet, elle est fouillée en 2008 par le Conseil général de la Haute-Savoie, dont le responsable de la fouille est Laurent D'Agostino. D'après les archives, au début du XVe siècle, la résidence est probablement propriété de la famille seigneuriale du Châtelet de la Croix, et entre le XVIe et le XVIIIe siècle, elle appartient à la famille du Freinet. Donc, l'intervention archéologique a permis de mettre au jour différents vestiges, donc notamment la tour nord de la résidence qui avait une vocation résidentielle, mais aussi défensive, la tour sud qui permettait de défendre l'accès au site, une cour et probablement une troisième tour qui était mal conservée. Donc, de cette fouille, c'est essentiellement dans cette partie, donc la tour nord de bâtiment 1, qui était désignée comme bâtiment 1, et puis dans la cour que nous avons trouvé plus de fragments céramiques. Donc, dans ce site, nous avons pu enregistrer des contextes stratigraphiques bien conservés et constitués de mobilier en usage dès le XIIIe jusqu'au XIXe siècle. Malheureusement, on a très peu d'objets qui évoquent les périodes précédentes, notamment du Moyen-Âge. Mais heureusement, on a un vaisselier de l'époque moderne très bien représenté et très peu fragmenté. Donc, brièvement, donc, le vaisselier en usage au Châtelet composé que de 195 tessons, donc très peu, 47 individus. Donc, on comptabilise les individus par rapport au nombre de bords. Donc, ce vaisselier, il est constitué essentiellement de services verts, de terre vernissée savoyard et d'autres productions, donc des productions un peu plus anciennes. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le service vert? Donc, pour les céramologues, le service vert est une céramique constituée d'une argile blanche fine, donc recouverte d'un engobe vert, et puis d'une glaçure plombifère qui la rend assez brillante. Donc, elle est fabriquée dans les centres de production de Brest, plus précisément de Mayonna et Treffort. Donc, dès le XVIe siècle jusqu'au début du XVIIIe siècle, les sites haut-savoyards s'approvisionnent en céramique auprès de ces ateliers. Donc, c'est un service céramique assez diversifié, composé d'assiettes creuses, de terrines, coquemars, poêlons, paniers, bols, pichets. Donc, par rapport au service vert de la maison forte du Châtelet, on va essentiellement avoir des assiettes creuses, coquemars, un poêlon et une terrine. Donc, sont essentiellement des récipients qui font partie du service de table et pour la cuisson des aliments. Donc, c'est une céramique qui recouvre à l'intérieur les formes. Donc, un lingobe se trouve essentiellement à l'intérieur. À l'extérieur, c'est brut, et puis c'est un service qui ne présente jamais de décor, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Par rapport à la terre vernissée savoyarde, c'est une céramique enrobée aux couleurs assez sobres. Donc le jaune, le ocre et le vert essentiellement pour les céramiques produites au début de cette production de terre vernissée, car à partir de la fin du 19e siècle et surtout au 20e siècle, on va trouver d'autres couleurs, notamment le bleu et le noir. Donc elle est recouverte d'une glaçure en plomb qui la rend brillante, mais également imperméable. Donc, elle est fabriquée dans les ateliers savoyards dès le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours. Donc, c'est une céramique essentiellement pour le service de table, de stockage, mais également qui fait partie de la vie quotidienne. Je pense par exemple aux bénitiers ou aux pots de chambre. Donc, par rapport aux
service de terre vernissée de la maison forte du Châtelet. Donc, nous avons essentiellement des assiettes plates, des bols et des jattes, donc des céramiques qui sont principalement décorées à l'intérieur, de décors soit géométriques, soit un peu végétaux, comme ici, ces branches. Et puis là, on retrouve également les premières couleurs produites dans les ateliers savoyards de terre vernissée, donc le ocre, le vert et le jaune. Donc, malheureusement, les fouilles au Châtelet nous ont donné seulement deux formes de production un peu plus anciennes. C'est un bord en peau à cuire, donc un élément incontournable des cuisines dès le haut Moyen-Âge, et puis un fragment d'embord qui faisait partie d'un pichet à col haut, donc des pichets qui commencent à apparaître dans le vaisselier en céramique dès la fin du XIIe siècle, et principalement au XIIIe et XIVe siècle. Donc, pour résumer, donc, le Châtelet a permis d'enregistrer des formes anciennes, mais malheureusement, elles étaient très mélangées à des céramiques datées du XIXe siècle. Les contextes stratigraphiques sont également perturbés par rapport aux différentes catégories de céramiques. Donc, on va avoir des céramiques de service vert mélangées à de la terre vernissée produite au XIXe siècle. Mais heureusement, on a réussi à avoir aussi des contextes archéologiques un peu plus homogènes par rapport aux céramiques. Et c'est le cas de ces petits exemples. Donc, on va trouver des niveaux constitués de céramiques produites au XVIe et XVIIe siècle en service vert et également en terre vernissée savoyarde. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur cette question. Donc, pour résumer, nous avons essentiellement à la maison forte du Châtelet des productions fabriquées localement ou régionales, en tout cas pour ce qui concerne les productions de Bresse. Donc, par rapport au château de Bonneville, donc très brièvement, il est implanté dans la rive droite du torrent de l'Arve, situé au cœur de Faucigny, et puis dans la commune de Bonneville. Donc, les fouilles se sont initiées en 2018 et terminées en 2020 par le département de la Haute-Savoie, dont la responsabilité est Loïc Benoît. Les interventions archéologiques ont permis de mettre à découvert plusieurs structures, notamment dans la cour seigneuriale et dans la cour des prisons. Donc, les contextes stratigraphiques, là, malheureusement, sont très perturbés et constitués de mobilier daté du XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle. Donc, si je reviens en arrière, vous voyez donc là plein de tuyaux qui traversent les couches stratigraphiques et qui, malheureusement, ont bouleversé les contextes archéologiques. Aucun objet nous évoque des périodes précédentes de l'époque médiévale. Le vaisselier de l'époque moderne est très peu représenté et très fragmenté, et les céramiques sont essentiellement des périodes modernes. Donc, le vaisselier est constitué de 1411 fragments en céramique, donc composés de service vert, de terre vernissée savoyard, et là de faïence, contrairement au Châtelet, qu'on n'avait aucun tesson en faïence. Par rapport au service vert, donc malheureusement, on n'a eu que 40 fragments au total, donc mélangés une fois de plus aux productions plus récentes, sont essentiellement des récipients destinés à la cuisson, donc des poêlons, des coquemards, des marmites. Par rapport à la terre vernissée, là, on a un peu plus de tesson qui permet d'illustrer ces formes. Mais là, malheureusement, on a eu beaucoup de petits fragments, de petits bords que c'était très difficile pour moi de les rattacher à des formes précises par rapport à sa taille. Donc là, on va voir par rapport au Châtelet plus de formes diversifiées par rapport aux formes et par rapport au décor. L'exemple de ce pichet avec un décor posé à la barbotine, donc une jatte, une cruche, un bol et une assiette. Donc là, on retrouve d'autres techniques de décoration, donc le pochoir. Donc c'est une technique qui a été qui a commencé à être utilisée par les faïenciers et qui ensuite a été adoptée également par les potiers qui ont commencé à fabriquer de la terre vernissée. Et là, la faïence. Donc, la faïence sont des formes assez récentes. Donc, on a eu seulement 54 tessons
sont des faïences un peu plus récentes de la fin du 19e et 20e siècle. Donc, celles-ci peut-être les plus anciennes. Et puis là, des bols un peu plus récents. Donc, une fabrication un peu plus industrielle et en série. Et donc là, on a également des fonds, heureusement des fonds estampillés qui permettent de conforter un petit peu ces descriptions. Donc, des fonds, par exemple, celui-ci qui est de la manufacture de Saint-Armand-les-Eaux, donc dans le nord Pas-de-Calais, qui a fabriqué de la faïence au XXe siècle. Et puis celui-ci de Sarreguemines, qui est en Moselle, qui a fabriqué de la faïence entre 1920 et 1950. Donc, des fonds estampillés qui permettent de dater avec plus de précision ces niveaux remplis de faïence. Donc, pour résumer, les contextes archéologiques du château de Bonneville, ils sont très bouleversés. Nous avons eu beaucoup de fragments, mais très, très fragmentés. Donc, ils se mélangent entre des productions plus anciennes avec des productions un peu plus récentes, et donc des productions locales, mais également nationales, donc du nord et l'est de la France. Donc, le troisième site, donc la Chartreuse des Mélans, elle est installée sur le territoire de la commune de Taninges, dans la vallée du Giffre. Elle a été fouillée entre 2016 et 2019 par Mathilde Durier. Donc, l'intervention archéologique a permis de découvrir plusieurs vestiges, soit au nord, appelé le quartier des Nonnes, soit au sud, désigné comme le quartier des Pères. Donc ici, on va trouver des contextes stratigraphiques perturbés, en tout cas pour la partie nord, mais on va aussi avoir des contextes sédimentaires homogènes datés dès la première moitié du XVIe siècle. Une fois de plus, comme à Bonneville, ici, on retrouve pas des objets qui évoquent les périodes précédentes. En revanche, on a un vaisselier de l'époque moderne très, très bien représenté. Et puis, nous avons également des contextes remplis de différentes productions céramiques, soit locales, soit régionales, soit d'ailleurs, comme d'Italie. Donc, pour avoir une petite idée, on a eu quand même 6096 tessons en céramique, donc un peu plus par rapport au site précédent. Donc, le service vert, une fois de plus, il est présent. Également pour la terre vernissée savoyarde et la faïence. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, la faïence, on va avoir deux types de faïence, donc des productions assez anciennes et des productions récentes. Donc, par rapport au service vert, là, une fois de plus, comme je vous ai montré tout à l'heure, par rapport à la maison du Châtelet et puis à Bonneville, là, on retrouve également des formes qu'en fait, on retrouve sur tous les sites, donc comme les coquemars, comme les terrines, comme les marmites, donc des récipients utilisés pour la cuisson des aliments, pardon. Donc là, on va retrouver pareil, mais on va trouver aussi des formes un peu plus originales, comme par exemple les pichets, les couvercles et des bols. Donc, par rapport à la terre vernissée, là, 3743 fragments, donc c'est déjà un bon lot de terre vernissée. Donc là, on a eu aussi beaucoup de formes différentes et également des différents décors. Par exemple, ces jattes, donc une jatte en bord festonné, donc malheureusement là, on ne voit pas trop, donc le bord il est un peu festonné, donc des bords un peu coupés, des bords arrondis, des bords aplatis, avec des décors très différents, donc soit posés à la barbotine, soit au pochoir, ou encore des soupières, comme ce type-là, des anses pour des écuelles, des pichets, ou encore des assiettes. Donc, je m'excuse là parce que je n'ai pas trouvé d'autres photos. Donc, ici, on va trouver un autre décor, ça s'appelle gravé au clou, qui permettait de faire des décors un peu en creux. Donc, on va trouver aussi ces décors dans les premières productions de fabrication de terre vernissée. On le retrouve aussi aujourd'hui, mais on retrouve également dans les premières productions de terre vernissée savoyarde. Et là, par rapport à la faïence, donc une fois de plus, elle est bien illustrée par 1723 fragments, donc des bols, des assiettes, des écuelles, des terrines. Donc, sont des faïences qui sont décorées soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Donc,
ils ont utilisé une pâte assez claire, soit très blanchâtre, soit beige, assez fine et puis un peu poreuse. Donc ça, c'est les productions un peu plus anciennes. Et de ces productions, je détache un peu cette forme complète et un peu exceptionnelle. Donc c'est une écuelle qui porte des éléments religieux. L'exemple de ces anges ailés à compendario, donc le compendiario. C'est une technique qui a été utilisée pour la première fois en faïence en Italie à partir du XVIIe siècle et qui permettait de décorer les faïences sur un émail blanc avec des couleurs, soit le bleu et le jaune. Donc là, c'est une production provenant d'Italie. Donc après, donc une deuxième catégorie de faïence, une fabrication un peu plus récente, essentiellement du service de table, notamment ces assiettes, soit décorées, soit tout blanc. Et là, une fois de plus, on a trouvé des assiettes avec l'estampille. Celui-ci est de Creuil et Montereau, donc département d'Oise et Seine-et-Marne, qui ont fabriqué de la faïence entre 1884 et 1920. Donc là, on va trouver deux types de faïences, des faïences produites au XVIIe, XVIIIe siècle et des faïences un peu plus récentes. Donc j'attire un peu l'attention par rapport à des céramiques. Donc là, on est dans un contexte religieux. Là, c'est intéressant aussi parce qu'on ne trouve pas sur les autres sites, notamment à la maison de Châtelet ou au château de Bonneville. Donc là, sont des céramiques qui portent des symboles religieux, donc on est en contexte religieux, donc la chartreuse. J'avais évoqué ce bol avec des symboles, les anges, ou probablement des bougies qui sortent une flamme ou la lumière de Dieu. On a trouvé également ce fond, donc malheureusement l'émail est parti, mais ici il y avait un monogramme de Christ. On a découvert les mêmes écuelles en faïence dans les collections de Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône, donc les Visitandines de Sainte-Marie à Chalon-sur-Saône, et qui datent du XVIIe siècle. Donc on est exactement dans les mêmes productions. Et puis là également, donc un fond en terre vernissée qui porte également un symbole religieux. Donc pour résumer ce site, donc on va découvrir des contextes archéologiques assez brassés, très bouleversés, où on trouve des céramiques produite au XVIe et XVIIe siècle comme le service vert, qui est mélangé avec de la faïence produite plus au XXe siècle. Mais heureusement, on a trouvé également des contextes archéologiques qui permettent de donner beaucoup d'informations par rapport aux usages et consommations des céramiques sur les sites au Savoyard. Et c'est l'exemple de ces couches stratigraphiques où on va trouver du service vert mélangé aux fragments de faïence ancienne et puis également de la terre vernissée savoyarde. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que il n'y a pas très longtemps, on situait la production de la terre vernissée savoyarde à la fin du XVIIIe siècle, vraiment pour les premières productions, essentiellement à partir du XIXe siècle. Donc, suite aux nouvelles découvertes, on commence à resserrer un petit peu cette chronologie, car soit au Châtelet, soit à la Chartreuse de Mélan, on commence à trouver des contextes archéologiques où ce type de céramique est bien mélangé avec d'autres céramiques plus anciennes, donc 16e, 17e et début 18e siècle, et aussi mélangé à de la verrerie, essentiellement au service de table, en tout cas pour le cas de la Chartreuse de Mélan. Dans ces contextes archéologiques, donc mélangés à la céramique, il y avait des fragments en verre également du XVIe et XVIIe siècle. Donc là, on commence à pousser un peu plus loin ce type de vaisselle, en tout cas pour les premières formes, plutôt au début du XVIIIe siècle, voire vraiment fin du XVIIe, mais là, à confirmer et attendre un peu plus des nouveaux résultats. Donc, pour résumer, comment on va croiser toutes ces données, tout d'abord, il me semble important d'évoquer deux fouilles qui ont été réalisées en 2001
Donc, la faïencerie de Sainte-Catherine à Annecy, responsable d'opération David Wevelet en 2001. Et puis l'atelier de terre vernissée du Saint-Sépulcre, également situé à Annecy, au bord du Thioux. Donc, le responsable d'opération de la fouille a été confié à Joël Serralongue, également en 2001. Donc ça, on a commencé à avoir des informations concernant les centres de production locales. Donc, ces informations, on commence à les associer aux nouvelles informations suite aux nouvelles découvertes, donc le Châtelet, donc en 2008, et puis pour tardivement donc le château de Bonneville, la Chartreuse de Mélan, et je vais associer également les nouvelles découvertes à Châtillon-sur-Cluse et puis au château de Clermont. Donc là, on va commencer à pouvoir dessiner le répertoire morphologique des céramiques consommées sur les sites au Savoyard dès la fin du Moyen-Âge. On va aussi avoir plus d'informations par rapport aux vaisseliers modernes jusqu'ici méconnus. Donc, on connaissait beaucoup de choses, mais qui ont été découvertes essentiellement dans le département de Rhône et puis sur les ateliers de Brest, mais on ne connaissait pas trop par rapport au site au Savoyard. Donc, on va avoir également plus d'informations par rapport aux récipients spécifiques ou pas à certains services, à certains sites. Donc, on va découvrir des formes qu'on retrouve sur tous les sites, mais on va découvrir aussi des formes qui sont spécifiques à chaque lieu, et que c'est le cas de la Chartreuse de Mélan, que là, on trouve des formes qu'on ne trouve pas sur les autres lieux. On va avoir aussi des informations par rapport à l'approvisionnement des sites au Savoyard, soit en céramique produite localement ou importée, le cas des bols provenant d'Italie ou encore des manufactures du nord et l'est de la France. Et puis, on va connaître également la diffusion des céramiques. C'est là que c'est important, et c'était important, les études menées en 2001 sur le Saint-Sépulcre d'Annecy et puis la faïencerie de Sainte-Catherine. Donc, on connaissait bien les productions de ces lieux. En revanche, on ne connaissait rien par rapport à la diffusion de ces céramiques. Donc là, on va commencer à croiser toutes ces données, et que ça devient très, très intéressant. C'est l'exemple de cette jatte découverte à la Chartreuse de Mélan. Donc, on découvre le même décor sur les céramiques produites au Saint-Sépulcre. Pareil pour les soupières, donc des mêmes formes, des soupières découvertes à la Chartreuse et des soupières fabriquées au Saint-Sépulcre. Donc, des écuelles, donc les anses d'écuelles découvertes en Mélan et celles-ci produites dans la faïencerie de Sainte-Catherine. Pareil pour les jattes, des jattes en usage à Mélan et produites à Sainte-Catherine. Là, la jatte découverte au Châtelet, et on retrouve les mêmes décors des jattes fabriquées dans les faïenceries de Sainte-Catherine. Donc là, c'est intéressant parce que non seulement on commence à comprendre la consommation et l'usage des céramiques, mais on commence aussi à dessiner un peu plus la diffusion, la carte de diffusion de ces céramiques locales. Donc, on commence aussi à cerner certains contextes archéologiques et à resserrer la chronologie de quelques sites. Et là, je reviens juste par rapport à ce que j'expliquais tout à l'heure, et je reprends l'exemple de la maison forte de Châtelet, qu'au départ, et je n'avais pas assez de recul, et je n'avais pas assez non plus d'informations par rapport aux céramiques. Là, on commençait à situer, donc en tout cas pour le Châtelet, des contextes archéologiques entre le 16e, 19e siècle. Là, par rapport à ces nouvelles informations, on commence à resserrer un peu plus, et probablement il y a bien des contextes homogènes, des contextes d'occupation du 16e, 18e siècle, donc bien plus anciens que comme j'avais défini au départ, en tout cas pour la maison du Châtelet. Et puis enfin, c'est ce que j'ai expliqué. Donc là, on commence à avoir un peu plus de repères par rapport, je reviens toujours à la même information de la maison du Châtelet. Donc, je n'avais pas assez de repères pour mettre en place tous ces problématiques. Donc là, on commence à avoir plus d'informations par rapport à la consommation, aux usages des céramiques aujourd'hui, avec les éléments qu'on commence à sortir de plus en plus par rapport au château de Clermont. Pour l'instant, je me concentre
parce que c'est ce que j'ai sur les céramiques modernes. Mais là, je vais pouvoir commencer grâce aux nouvelles découvertes à Châtillon-sur-Cluse et le château de Clermont, je vais pouvoir également commencer à aller un peu plus loin pour les périodes modernes. J'ai commencé à faire le travail sur la céramique découverte au château de Clermont, et là, on a des formes en usage dès le 11e, 12e siècle. Voilà, je vous remercie.